Bienvenue sur Frustyle, votre format mensuel qui traite la politique à travers le rap sur Frustration Magazine. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être comme d'habitude avec Tata Drapi, qui sera avec nous très régulièrement. Et on a le plaisir de recevoir le maire du Havre, la force de la culture, un homme qui finalement porte ce concept à lui tout seul. Medine, bienvenue sur Frustyle. Allons enfants de la patrie, c'est quoi les bails? Allons enfants de la patrie, c'est quoi les bails? Allons enfants de la patrie, c'est quoi les bails? Le reste n'est... Merci de me recevoir les amis, avec plaisir. Quelle présentation. Comment ça va? Ça va très bien. Ça va, c'était à l'aise dans ce format normalement. C'est un format Danil nous a dit que c'était construit pour toi. Je m'y sens à l'aise. Et j'ai laissé Danil, parce que c'est la politesse des artistes de laisser quelqu'un d'autre venir avant. Il a très bien rempli ce rôle en plus. Ouais, c'était cool. Ouais, c'était trop cool. Bon. Trop cool. Bah, moi j'ai réagi sur quelques commentaires de la vidéo. Je sais pas si vous avez vu. Oui, bien sûr. Oui, j'ai vu. Bien sûr. Ouais, je t'ai moqué de son accent d'ailleurs. Je me moquais de son accent, mais je me moquais surtout de l'accent d'une pseudo-sociologue, je crois, qui devait parler arabe, mais qui ne parlait pas arabe. Bien sûr. Vous avez la ref. Bien évidemment. Bien sûr. Voilà. On la salue. Elle est la bienvenue pour ne pas venir. On a commencé ce format en se disant comment on peut traiter la politique à travers le rap sans être chiant, sans faire les moralisateurs un peu. Est-ce que tu penses que c'est un défi ? Ouais, c'est grave un défi, et déjà même parler politique tout court, c'est un défi. Hein. Depuis toujours dans le rap, quand j'amorce cette discussion-là, je sens le clivage, je sens les crispations, aussi bien en off qu'en on. Donc je pense que c'est vraiment un sujet un peu polarisant. Et bien sûr que c'est un défi, pour vous comme pour nous, de se prêter au jeu. Il y en a qui viennent dans ces réunions avec des boules au ventre parce qu'ils doivent parler de leurs convictions profondes, qui ne sont pas forcément partisanes, hein, qui peuvent être simplement des convictions humanistes. Mais le simple fait de le ranger dans une catégorie dite politique, tout de suite, ça crispe tout le monde. Comment toi, tu le vis, ça, justement, le fait d'être considéré comme un rappeur engagé, un rappeur dit conscient? Est-ce que c'est quelque chose que tu as toujours voulu faire, parce que tu as quand même une très longue carrière? Est-ce que c'est quelque chose qui est pleinement intrinsèque à toi-même, ce qui fait que tu ne peux pas faire autrement que ça? Comment tu le vis au fur et à mesure de ta carrière, et comment ça a évolué avec le temps? Mais je le vis comme un accomplissement, pour de vrai. Hein. Je l'ai appelé de tous mes voeux, cette position que j'ai aujourd'hui, le fait d'être parfois un porte-voix sur certains sujets, d'être pertinent sur d'autres sujets, et qu'on finisse par me consulter sur, je sais pas moi, à l'échelle universitaire, à l'échelle sociologique. Donc je l'ai appelé de tous mes voeux, ce truc-là. Ça a toujours été dans mon target, en name-droppant des grands leaders, des grands militants, des gens qui n'étaient pas destinés à le devenir et qu'on finit par le devenir par la force des choses, parce qu'ils étaient à l'endroit où ils devaient être. Et donc je vais pas me plaindre de quelque chose que j'ai toujours souhaité. Et malgré l'œil du cyclone parfois, malgré le revers de la médaille de ce que ça peut apporter, en réalité, je l'ai toujours souhaité, ça. Pour préparer cette émission, j'ai dû réécouter une grande partie de ta discographie, et je me demande... Ça a dû prendre du temps. Ouais. Je suis revenu très loin. Et je me disais, c'est quoi la caractéristique qui pourrait te décrire toute ta carrière musicale? Et je pense que c'est vraiment le terme qu'on a choisi, c'est que tu as toujours voulu mener la bataille culturelle. Tu t'es toujours inscrit comme quelqu'un qui va lutter par la culture. Et est-ce que tu penses que c'est toujours le cas dans le rap, qu'il y a une volonté de mener cette bataille culturelle contre des idées nauséabondes, contre l'extrême droite, etc.? Je crois que le rap est plus dans une posture de résistance culturelle actuellement. Pas de bataille, justement. On est peu à être justement des personnes qui sont dans une logique d'utiliser la culture pour justement émanciper notre génération. C'est plus une résistance culturelle pour certains, où ils sentent justement une espèce d'oppression, de courants réactionnaires qui s'imposent à eux. Ils sentent des sujets qui les interpellent dans leur quotidien, eux, leur famille. Et donc, le seul moyen qu'ils ont peut-être d'évoquer ces sujets-là,
ou alors simplement même de penser tout à autre chose et d'être dans un truc de sas de décompression, que la culture nous serve justement à penser à autre chose que ce qui de ce que nous oppresse au quotidien. Donc je pense que la majorité de mes confrères sont dans une résistance plus que dans une bataille. Ils subissent un peu le truc. J'ai l'impression qu'il y a un truc un peu cyclique. C'est-à-dire que moi, j'ai 29 ans, quand j'ai commencé à écouter du rap, il y avait un truc vraiment, on dénonce, on prend position, même dans les trucs assez mainstream, tu vois, ça pouvait être du Cynic, ça pouvait être du Jams. En tout cas, moi, à mon époque, tu vois, ou même des gens peut-être qui dérangeaient un peu plus, comme des Desporuti et tout. Et que, en fait, à un moment, le rap a pris énormément d'ampleur. On a l'impression qu'il s'est lissé, entre guillemets. Et j'ai l'impression qu'à l'heure actuelle, on revient dans un truc de il faut prendre position, il faut faire des choses, que ce soit à travers des actes symboliques, comme le concert pour la Palestine, que ce soit à travers des sons que beaucoup d'artistes ont fait. Je pense à Gradure avec Kalash Criminel, Damso et tout pour le Congo. Des millions de morts à l'est du Congo, et pourtant personne n'en parle. On envoie nos frères mineurs au combat, se faire tuer pour du cobalt. Comment toi tu le vois, ce truc un peu cyclique ? Je crois que c'est le public qui donne un peu le cap de tout ça. C'est le public qui est cyclique et qui s'intéresse et se détourne de certains courants. Et là, on est dans un moment de l'histoire qui n'est pas simplement lié au monde culturel, mais un moment où on voit une extrême droitisation s'imposer à nous, la Trump outre-Atlantique qui impose des méthodes violentes. Et tout ça fait qu'on a un public qui attrape la veste des artistes, clairement, et qui leur disent nous, on vit cette violence sans pouvoir la dénoncer, sans pouvoir même la psychanalyser. Vous êtes nos médecins, vous êtes nos porte-voix, vous êtes nos lanceurs d'alerte. Prenez la mesure de l'instant et dénoncez-la pour accompagner nos luttes. Donc c'est les publics qui sont cycliques. Les artistes, en réalité, bien que certains te diront le contraire et te diront non, mais je n'écoute pas les commentaires, etc. C'est faux. Je crois qu'on est vraiment influencé irradié par les gens que l'on rencontre en concert, les populations qui écoutent nos musiques, les commentaires qui aujourd'hui sont colossaux, les critiques qui sont vraiment qui pullulent sur ce qu'on dit, sur le moindre mouvement que l'on fait, sur un commentaire que l'on peut avoir en dehors de notre musique. On n'est pas insensible à ça, je pense, là, les artistes. Et donc, s'il y a un cycle, je crois que c'est le cycle du public surtout. Ok, c'est intéressant. Tu as parlé de cycle, on va revenir un peu à tes débuts. Dans Stentor, qui est juste derrière moi, achetez le vinyle. Il est là, je crois. Okay. Je crois. Il n'était pas là sur, sur Daniel. Mais je préfère le 9-4, désolé. Désolé, tonton. Ok, c'est interchangeable ce que je vois. Là, vu ça que m'aurait gêné ça peut faire doublon. Ouais, ça m'aurait gêné même. Ouais, je me suis dit, ça fait un peu le melon, tu vois. Genre, regardez, je suis une superstar. Tu dis quand t'es en apnée dans une sauce, moi je suis en trending. En happening. Quand t'es en apnée dans une sauce, moi je suis en happening. Ah oui, c'est vrai. J'ai ma mémoire derrière. C'est quoi ta première sauce ? Ma première sauce, c'est la sauce liée au morceau Don't Like. Je porte la barbe, je suis de mauvais poil. Porte le voile, j'ai dans de beaux draps. Crucifions les laïcars comme à Golgotha. Ah ouais, c'était ça ta première sauce ? Ouais. Ok. En fait, je les considère pas comme une sauce, tout ce qui vient avant, parce que c'est assez confidentiel. Okay. Ça reste dans le monde du rap. Okay. Ça ne sort pas aux yeux du grand public. Bien sûr. Donc c'est un peu des sauces internes et on lave le linge sale en famille en général dans le rap et du coup dans le stream aussi. Je les considère pas comme des polémiques. Ma vraie première polémique, là où est-ce que j'ai dû sortir genre les communiqués de presse. Où est-ce que j'ai dû répondre à des gens qui ne comprenaient pas ma musique, qui ne comprenaient pas qui j'étais, qui n'avaient aucun code de cette musique et qu'il fallait justement revenir sur l'esthétique utilisée, les métaphores, les oxymores. Pourquoi, dans le contexte de ce morceau-là, il ne faut pas prendre tout au premier degré et que c'est un enchaînement d'absurdités qui amène vers un discours final. Avec la voix de c'était Mourano, c'est ça à la fin ?
Ouais, il y a plein de voix superposées. Moi, c'est un peu un sport national. À chaque fois, j'utilise des articles de presse qui me sont à charge ou à charge contre mes semblables et je les retourne contre les agresseurs. Et donc, le morceau Don't Like, je l'identifie comme ma première sauce sur l'échelle de Medine. Avec le recul et du coup tout le temps passé en tant qu'artiste, comment toi tu le revivrais à l'heure actuelle? Quel conseil tu donnerais à ce toi d'il y a quelques années qui a vécu cette sauce? Est-ce que tu referais exactement la même chose? Est-ce que tu ferais des choses différemment ou pas? Pas forcément par rapport à la musique, mais peut-être le côté un peu gestion de crise ou des choses comme ça. Ouais, j'ai pas de regret de toute façon sur la musique. Hein. Ouais. Le morceau Il est incroyable. est ce qu'il est. Je l'assume totalement. J'assume le fond de ce titre, de ce pourquoi je l'ai fait. D'ailleurs, l'actualité me donne raison. Bien sûr. Comment la laïcité est utilisée à des fins d'exclusion de la communauté musulmane. Voilà, et c'est aussi visible que le nez au milieu du visage. Oui. Et c'est des choses que je dénonçais il y a 10 ans dans ce morceau-là. On a faim de ne pas comprendre ce que j'avais dénoncé dans ce titre-là. On m'a renvoyé à tout un tas de faussetés, bien sûr, et de calomnies là, me concernant. Mais donc, la musique en elle-même, le morceau, je ne regrette vraiment rien. Peut-être que, bien sûr, dans la stratégie d'exposition et de marketing de ce titre, il y a eu des erreurs. Par exemple, le clip, faire du ton sur ton, c'est-à-dire de la provocation sur de la provocation, c'est pas un truc à reproduire. Selon moi, il faut qu'il y ait une image qui désamorce ou qui démine, qu'il y ait quelque chose qui ne soit pas en fait trop ultra codé surtout pour le toi, grand public. Surtout toi, t'es un vrai démineur à la base. Ouais. tu parles souvent de ça aussi. Parce que, on passe mytho, on se connaît un peu dans la vie. Oui. Tu parles beaucoup de l'importance que tu accordes à l'image rattachée à tes morceaux. Est-ce que ça vient de là aussi, cette volonté de quand tu sors un morceau, montrer ce que tu veux aussi dire visuellement? Ouais, parce que je crois que les morceaux, en fait, c'est assez personnel et parfois, tu as une formulation de phrase, tu penses qu'elle va être perçue par tout le monde. En réalité, il n'y a que toi qui en perçois le sens ou très peu d'initiés qui comprennent déjà les codes de cette musique, qui connaissent ton background aussi dans cette musique. Et donc, je crois que quand on envoie ce titre sur les plateformes, accompagné d'images, il faut que l'image donne une lecture supplémentaire, une lecture soit plus apaisante, soit plus extrapolante, peu importe, mais en tout cas, ça propose quelque chose de plus, une autre lecture pour mieux comprendre. Comme la scène, par exemple, peut faire aussi office de décodeur. Quand tu viens me voir sur scène et que tu découvres un morceau dans un track listing différent de celui que tu écoutes dans un album, déjà, en fait, tu comprends qu'il y a un narratif, qu'il y a un storytelling qui t'amène à pourquoi de la provocation, pourquoi autant de virulence, pourquoi autant de colère sur un titre en particulier. Eh bien parce qu'il y a une histoire qu'il faut raconter. Et je peux comprendre que certains ne perçoivent pas en fait la subtilité de toutes les métaphores que je peux mettre dans un seul titre quand ils n'ont pas l'ensemble de l'histoire et qui finissent par être jugeant sur une seule phrase. Il y a un truc qui revient très souvent, c'est qu'il y a beaucoup d'artistes qui ont été engagés, qui ont dit des choses. Je pense à Ministère Amer, je pense à toi, je pense encore une fois même à Desporuti ou des choses comme ça, ou des personnes comme ça. Une police quand j'ai un job, quand un Alsacien est breton à l'ANPE. Oh, bouge-toi le cul, tu crois quoi? Moi je trime aussi. Pour mes papiers, combien de fois je me suis trémoussé? On m'autorise que le sport, la musique, la prison et le ramassage de poubelles à gratuitement. Et qui n'ont pas été soutenus publiquement, ou très peu. Ce qui fait qu'on explique souvent, en tout cas moi c'est quelque chose que j'ai tendance à dire, que c'est aussi pour ça qu'il y a peu de rappeurs qui vont de plus en plus prendre position, parce qu'en fait, au sein même de la grande famille qu'est le rap, il y a très peu d'artistes qui vont soutenir les personnes qui prennent des balles. Je pense même à Youssef Swat, qui là était sur le Flotile, et j'ai vu très peu de messages de soutien par rapport à ça, et c'est quelque chose qui m'a relativement interpellé. Comment toi, tu le vis, ce truc? Est-ce que tu as l'impression d'être isolé? Est-ce qu'au fur et à mesure du temps, tu t'y es fait? Est-ce que tu as créé ta propre famille aussi qui t'apporte ce soutien-là? Comment tu gères un peu tout ça? C'est vrai qu'il y a une espèce de solitude du leader qui s'installe au fur et à mesure où tu prends des positions fermes et que tu reçois les coups de ces positions fermes, et tu vois peu de solidarité. C'est une réalité.
mais elle n'est pas inexistante, cette Oui. solidarité. Il y a des gens qui te la témoignent en off, il y a des gens, certains te la témoignent en public, et le champ de ma profession, qui est le rap, n'est pas exclusif justement à cette solidarité. Il y a un monde derrière tout ça. J'ai des amis militants, sociologues, auteurs, autrices, géopolitologues qui me témoignent leur soutien, parfois en off, parfois en public. Je prends les soutiens qui viennent et je ne quémande jamais d'autres soutiens. Ça n'est pas dans mon tempérament, ça n'est pas dans mon éducation. Si je choisis une mission, si je choisis un engagement, eh bien, j'en assume les conséquences. Bien sûr que on peut dézoomer et constater qu'il y a un manque de solidarité sur ces questions-là et sur ces sujets-là. Mais c'est de moins en moins vrai. Oui. C'est de moins en moins vrai. Là, j'ai vraiment l'impression que les artistes aujourd'hui montent au créneau, se solidarisent de plus en plus. Je pense qu'il y a aussi le truc d'être moins individuel. On a eu une période où les gens étaient très individualistes et qu'au final, je pense, tu vois, même à Nino, quand il a fait la promo de son album et que c'était après les émeutes de Naël, le premier truc qu'on lui a dit, c'est est-ce que tu condamnes les violences ? Ce qui fait que même si t'es le numéro 1 des rappeurs, en fait, on va jamais enlever ni ta classe, ni ton origine. Ouais. Et du coup, j'ai l'impression que par rapport à tous ces trucs-là, il y a cette remise en question un peu de l'individualisme au sein du rap qui est de toute façon le symbole de la société, hein, le rap fait partie de la société, et qui peut-être se limite avec le temps. Oui, et puis il y a aussi le packaging global aussi. Si tu réclames de la solidarité, aie en tête que quand on va avoir besoin que tu prennes position sur des sujets, il faudra que tu sois au rendez-vous aussi. Oui. Donc c'est un espèce de pacte tacite entre le public et les artistes, où parfois certains se disent mais ok, je veux pas trop qu'on me soutienne là, parce que je sens que c'est un sujet un peu touchy, et puis vous allez me demander quelque chose derrière. Tu vois, je sens ça un peu en background. Et puis après il y a vraiment aussi d'autres artistes qui justement sont à contre-emploi de tout ça et qui disent à d'autres: ne vous mouillez pas sur ces sujets-là. Et comment n'allez pas sur ce terrain-là. C'est dangereux. Nous sommes des amuseurs, nous sommes des divertisseurs. N'allez pas sur ces sujets-là. Il y a vraiment ce discours-là qui existe. Et comment tu juges l'impact que toi, tu as eu là-dessus ? Est-ce que t'as pas... faut un peu d'objectivité, mais est-ce que toi, tu n'as pas ouvert la porte à d'autres pour aussi montrer que c'est possible ? La question, c'est est-ce que tu n'as pas couru pour que les gens puissent marcher, c'est ça ? C'est ça un peu. En vrai, je me sens vraiment pas précurseur, sans fausse modestie là-dedans. Il y a des gens avant moi, il y a la rumeur. Trop de galères, cousin, pour rien de glorieux. Si ce n'est que la une des sous-sols, des quelques fanzines sérieux, des quelques tribunaux vitrioles. Ne me demande pas de choisir entre la poudre et le plomb. Je suis ce feu qui se déclare dans un champ de coton. Il y a Sniper. C'est comme les enfants de stars qui ont toujours tout eu et qu'on retrouve du jour au lendemain sous les projecteurs. On t'a mâché le travail, c'est sûr, ça aide. Il y en a qui se cassent le cul et qui perceront jamais. Il y a Ministère amer. Voir un camé crever, ce n'est pas comique, mais c'est tellement commun que ce n'est pas tragique. Il y a des gens qui ont pris des coups avant moi, qui ont tenu une ligne et qui ont montré une voie, IAM, NTM, qui ont montré que peu importe les coups que l'on pouvait recevoir, aussi forts soient-ils, jusqu'à preuve du contraire, ces artistes existent toujours, ont toujours une carrière, sont toujours présents, tiennent plus ou moins certains engagements. Donc je suis vraiment pas précurseur dans ce domaine-là. Moi, je ne fais que m'inscrire dans une tradition d'artistes qui ont des engagements et qui ont le cuir solide. Il y a un packaging global, comme tu l'as dit, parce que quand on va à tes concerts, j'ai eu l'occasion d'en faire beaucoup, et il y a une ambiance très politique dans le sens où tu intègres les gens dans ta lutte. Gaza Soccer Beach, où les tirs se poursuivent même quand l'arbitre siffle. Ça veut dire que j'ai l'impression que quand t'entends sur scène, il y a toujours une partie où tu vas politiser des gens qui sont peut-être pas là forcément pour penser à ça. Ils sont peut-être dans une optique de venir s'amuser en concert, ce qui est forcément la raison pour laquelle tu vas en concert. Mais il y a des messages politiques forts qui sont derrière, même entre les morceaux, et une communauté autour de toi qui, je pense, se politise aussi avec toi. Mon public est politisé vraiment
là, il n'y a qu'une seule partie de mon public qui est politisée. Moi, j'ai une petite anecdote à te J'ai raconter. vraiment l'impression qu'il y a beaucoup de sociologies différentes là dans le public. C'est très familial. Il y a des kiffeurs de Peura, et il y a des familles qui sont là pour les stories Insta. Il y en a d'autres qui sont là pour les morceaux de love que je peux écrire. Et il y a une partie de mon public qui, bien sûr, a cette dynamique politique et qui viennent aussi parfois uniquement par l'axe de l'engagement. Okay. Ça, je l'entends parfois quand je vais aux séances de dédicace à la fin. Il y a des gens qui m'écrivent direct sur Insta. Je ne suis là que par le militantisme, sache-le, et j'ai découvert un artiste, donc ça tue, je monte dans le bus et on verra où est-ce que ça nous mènera. Et j'ai décidé de faire un truc, par exemple, sur la dernière tournée, que je ne faisais pas avant. Tous les slogans de manif, type Siamo tutti antifascisti, nous sommes tous des enfants de Gaza, ou tout slogan qui ressemble à ça, j'ai décidé sur la dernière tournée de ne pas les déclencher pour voir à quel moment le public allait lui s'approprier ces choses-là. À chaque fois, bien sûr, il y a un Siamo, à chaque fois, il y a des slogans en entrant présents. déjà dans la salle, on est en train de le faire. Mais j'ai décidé cette fois pour voir en fait à quel niveau ce public avait besoin de ces slogans-là, à quel niveau en fait on se retrouvait entre convaincus, entre gens qui partagent une certaine vision du monde, un certain humanisme. Et j'ai laissé vraiment le truc se déclencher lui-même. Et à chaque fois, je suis surpris. Il arrive dans certaines villes où ça ne se déclenche pas. Parce qu'ils sont venus chercher autre chose. Ils sont venus chercher le made in kicker, rappeur, ou alors juste family compatible, etc. Ça m'arrive. Mais j'ai décidé de faire cette expérience pour voir à quel niveau de militantisme j'étais arrivé. Et vraiment, à 90%, c'est vrai que les slogans se déclenchent. Je rajoute anthropologue dans la présentation la prochaine fois. Je trouve qu'il y a un truc intéressant parce que moi, j'étais à une soirée avec une copine qui m'a raconté que sa meilleure amie, elle était hyper fan de ton taf et que pendant très longtemps, elle votait RN. Et en fait, ça m'a énormément surprise et je me suis dit, il faut que je te raconte cette anecdote parce que... Et genre, je l'ai convertie. Et ouais. C'est devenu une convaincue convertie. Et c'est devenu une convaincue. Et j'ai trouvé ça incroyable parce que justement, quand tu dis que ta musique, oui, en effet, elle est politisée, mais que c'est pas forcément du militantisme pur et dur, qu'il y a un public qui est très varié, mais en fait, le fait d'avoir ta dynamique, ta façon de parler, d'avoir évolué aussi avec tes textes, avec des punchlines qui sont plus peut-être percutantes qu'avant où c'était un peu plus long, des choses comme Puis ça. une autre façon de faire de la politique aussi. Exactement. Il y a beaucoup de gens qu'on ignore qui, au final, se sont convaincus. Ouais, de ouf. Mais ce matin, vraiment, j'ai reçu un DM d'un mec qui me dit moi, je suis un full keuf, frérot. Je suis tombé amoureux du morceau L'amour. Merci pour ces textes-là. Ça nous donne plus d'espoir pour qu'on arrive à se fraterniser. Donc, j'ai vraiment beaucoup de tranches de la société qui sont sensibles à l'engagement que je peux avoir. Parce que c'est au-delà de tout ça, vraiment, au-delà de la politique politicienne, partisane, programmatique, des agendas, etc., j'ai vraiment en fait cette dimension humaniste qui est présente dans mes morceaux depuis toujours. Bien que le mot humaniste est galvaudé, réapproprié par tout un tas de personnes, mais cette dimension est présente dans mes albums depuis Day One, depuis le premier album. Est-ce que tu as l'impression de t'être peut-être plus adouci avec le temps, ou du moins de t'être ouvert d'une autre façon? Je pense notamment à des sons comme Ouri, que tu as pu faire pour Tease, ou L'amour, tu vois. Je pense pas. Moi, je me sens plus radical sur beaucoup de sujets, en fait. Et j'ai une vision radicale de l'amour. L'amour doit être radicalement... ça me fait penser au podcast de Tomber Love que tu as fait avec Anissa. je big up à Anissa d'ailleurs. Bien sûr. Mais j'ai une vision très radicale de l'amour. Voilà, je ne suis pas du tout dans un truc d'apaisement, tu sais, un peu fleur bleue. Malheureusement, j'ai une personnalité qui est clivante publiquement, qui est polarisante sur plein de trucs. Soit tu m'aimes, soit tu me détestes. Ça a fini par m'irradier, en fait, où je finis par avoir des réactions dans la légèreté de la vie. Si je décidais de faire la fête, je vais faire la fête extrêmement. Si j'ai décidé T'es quelqu'un de passionnel, finalement. Voilà. C'est vraiment, ça m'impacte dans le
dans ma condition d'humain. Nous, à Frustration, on est très attachés au fait de politiser des choses qui ne le sont pas forcément aux yeux du public. Là, tu viens de parler de ta vision de l'amour. Et c'est drôle parce que même quand tu parles de l'amour, tu es en train de faire une proposition politique derrière. J'ai une vision radicale de l'amour. Révolutionnaire, finalement. Et pour les concerts... C'est pas pensé. Oui, je pense c'est pas organisé encore, en tout cas. Je pense que pour les concerts où ta scénographie et comment tu construis ta tournée, est-ce que c'est pensé aussi ? Est-ce qu'il y a une idée Tu peux nous raconter comment tu travailles là-dessus ? Je mets vraiment un point d'honneur à la construction de chaque tournée. L'idée, c'est que chaque tournée ne ressemble jamais à la précédente parce que j'estime que dans la France de Macron, où les billets coûtent presque 50 €, bon, moi j'essaie de rester dans des prix raisonnables, dans une trentaine d'euros en général, il faut apporter en fait une proposition très stylée à chaque fois. T'es en train de réfléchir à un tarot là ? Non, je suis en train de me dire. Cet épisode, il sort quand ? Et je suis en train de me dire, est-ce que tu t'as annoncé une nouvelle tournée ou pas à ce moment-là ? Non, mais on peut parler de la tournée acoustique qui va arriver. Ok, il y a une tournée acoustique qui arrive. Préparez-vous à prendre vos billets. Ouais, forcément. Et bien sûr que j'ai ça en tête quand je construis une tournée. Je me dis, il faut absolument pas que je fasse du recyclage de ce que j'ai fait avant. Je suis vraiment un enfant de la scène. À l'âge de 13-14 ans, j'étais sur scène, je backais des grands frères de quartier qui avaient un groupe qui s'appelait Nécessité, qui sont pour l'un d'entre eux mes producteurs, qui m'accompagnent aujourd'hui dans plein de choses que je fais dans ma carrière. Et donc je suis un enfant de la scène. J'ai été à cette école-là, l'école des répétitions, l'école des MJC où t'as la clé jusqu'à pas d'heure face à un miroir. Et on travaille des mouvements de jeu de scène millimétrés. On recommence au début si jamais il y a une erreur. C'est moi qui ouvrais la porte, c'est moi qui la fermais en tant qu'adolescent. Donc j'étais à cette école-là. J'étais impacté aussi par des artistes qui étaient ultra forts sur scène, type Sayan Supakru. Unis, alliance entre les ghetto boss de HLM pour la police, car nous qu'on se HLM trop, qu'on sneak dans nos putains de querelles. Ça me donne mal au querelle, me donne envie de leur foutre ma grosse querelle. Élire un autre président, c'est à rien du tout. Alors Dieu, nous sommes que des toutous. C'est le déluge, tout tombe sur ma tête comme un pompier. Que des mauvais regards, car je me trompe de pays. Vraiment, c'est des gens qui m'ont impacté en les voyant exceller sur scène. Je me suis dit, il faut absolument que que je leur vole ça et que ça irradie ma musique. Donc bien sûr que les tournées, je les travaille en résidence avec metteuse en scène, dédicace à Laetitia Botella, avec scénographe, Boss Lady, double Boss Lady, scénographe, double éclairagiste, ingé son, on mixe les trucs, on écrit les transitions, les interludes, le track listing, on se dispute longtemps avant de savoir est-ce que c'est cohérent de mettre ce titre-là ou ce titre ici, dans telle partie. Je suis aujourd'hui impacté aussi par le monde du théâtre où je découpe en actes les choses pour que ça puisse être pour qu'il y ait une meilleure digestion. Tu fais beaucoup participer le c'est public chez WAM aussi. et j'entends bien que ça continue à dans l'être. ton équipe, il y a plein d'inspirations différentes. Il y a des gens qui ont des inspirations rock, métal. Et je pense qu'ils contribuent beaucoup à construire la scène aussi. Totalement. Félix qui est là depuis 3-4 albums, qui réalise certains de mes albums, qui produit beaucoup de titres dessus, et qui bien sûr aussi a un vrai apport sur scène, parce que lui vient du métal et donc a une autre perception de l'énergie Qui au final sont à la batterie. beaucoup plus liés qu'on ne le pense. Hein. Oui. Le rap et le métal, c'est une dinguerie. Tu vois, on parlait de mon public tout à l'heure. J'ai aussi un public qui vient du métal et qui retrouve des énergies similaires avec leur musique de prédilection. Non, mais c'est vrai, dans ta dernière tournée, je vais spoil, mais on arrive à la fin de la tournée. Tu peux. Mais la voix féminine qui est sur scène et qui fait les interludes. C'est Laetitia Botella. Et Boss Lady. C'est très métal. Pour le coup, il y a une inspiration très métal, je trouve. Allez le voir en concert. La tournée acoustique, pour le coup, En plus, c'est plein d'énergies différentes parce que dans tes concerts qui ne sont pas acoustiques, il y a vraiment un truc où tu fais beaucoup participer le public. C'est hyper intéressant. Il y a un vrai échange avec le public, ce qui n'est pas toujours le cas. C'est un parti pris. Et il y a aussi le côté où tu fais maintenant des tournées acoustiques, ce qui donne une autre émotion
qui est hyper intéressante et beaucoup plus touchante. Je crois que tu avais fait une tournée dans des théâtres, c'était ça, si je dis pas de bêtises. Et du coup, ça change complètement la façon d'écouter la musique, d'apprécier un spectacle. Enfin, c'est trop intéressant. Ouais, il y a même une partie scriptée où je fais des longues interludes, chose que je ne fais pas quand c'est en concert. Les concerts des fosses, j'appelle ça, où les gens sont vraiment dans une fosse en train de jumper. Et quand c'est en jauge assise, eh bien, je prends vraiment le temps de scripter des longues interludes qui durent 3-4 minutes, où vraiment tout est écrit, même à la virgule près. Et l'idée, c'est d'être dans un jeu, dans un jeu où je joue vraiment la comédie. Parfois, je m'autocritique sur qui j'ai pu être et comment j'ai évolué sur plein de sujets, et je me moque de moi, ou alors je suis fier de moi sur d'autres sujets. C'est un peu ça, les tournées acoustiques, c'est de servir un peu d'être un espèce de laboratoire pour quelqu'un qui serait en déconstruction et qui verrait quelqu'un qui est passé par 1000 étapes, 1000 pots, comme un espèce de Pokémon qui évolue tout le temps et qui finit par avoir presque une forme finale, bien que je sois toujours en chantier. Tu as grandi avec le rap, ça a toujours été ton métier, c'est, je crois, le seul métier que tu as fait. Ouais, exactement. Et du coup, il y a tellement de choses par lesquelles tu as dû passer en tant qu'homme, en tant qu'artiste, en tant que rappeur, en tant que père de famille, qui font toute la personne que tu es aujourd'hui. Trop de séquences, trop d'arcs dans ma vie pour ne pas les évoquer, et surtout pour être dans une espèce de pureté militante, irréprochable, non, flemme. Tu vois, moi je revendique le droit à la contradiction, je revendique le droit à l'erreur, et comment on peut revenir sur qui on a été et comment s'autocritiquer publiquement pour que ça serve à d'autres. Ah, nous aussi, on a beaucoup ça, parce qu'on se dit que si on revendique pas ça, jamais on pourra intéresser les gens, les convaincre de s'engager. Si on leur dit, vous avez pas attention, là vous allez vous engager, mais vous n'avez jamais le droit de vous tromper. Si vous dites une phrase qui est mal perçue ou qui est mal truc, c'est fini pour vous. Ouais, c'est fou de voir comme à chaque candidat souvent racisé qui arrive dans l'espace public, comment on va ouvrir son casier judiciaire, ressortir toutes ses casseroles, s'il n'est pas à 3 poignées de main éventuellement d'un mec pas fréquentable. Son cousin qui était chez les étudiants musulmans. Moi, ça, on me le fait souvent, mais j'ai décidé que ça n'avait aucun impact sur moi, quoi. Bien sûr que j'ai été certainement à 3 poignées de main de gens qui n'étaient pas fréquentables. Bien sûr que j'ai dit des conneries et Dieu merci, en fait. Ça peut être un jeu que tu peux faire avec n'importe qui. Les 3 poignées de main, je pense qu'on est tous à 3 poignées de main de quelqu'un. Personne n'est irréprochable, en fait. Et à un moment donné, je crois qu'il ne faut pas avoir peur de passer le pas et de se dire que moi je porte des combats, des idées, j'ai toute ma place dans le débat public, et je peux très bien avoir une discussion avec quelqu'un qui se prétend lui d'une pureté la militante irréprochable, et tout en étant quelqu'un de en déconstruction, en chantier sur plein de sujets. Je crois qu'il y a pas photo, il faut vraiment passer le pas et accepter les coups que l'on va recevoir. Il faut aussi accepter de se tromper, parce que, comme tu le dis, ça fait clairement partie du cheminement, qu'il soit intime, qu'il soit politique, qu'il soit professionnel. Bref, peu importe, se tromper, c'est te permettre d'aller mieux, tu vois. Encore faut-il le dire. Bien sûr. La plupart des interlocuteurs que j'ai rencontrés, moi, dans le monde politique, qui me reprochaient une chose ou une autre, eux-mêmes ne s'excusent pas sur leurs propres manquements, parce qu'il y a une espèce de règle chape de plomb dans la politique, c'est ne jamais s'excuser sur les sujets. Et je trouve ça affolant, moi. Oui, je trouve ça dingue. Je crois que tout le monde peut dire des conneries et revenir dessus et dire désolé, ça c'était problématique, j'avais pas mesuré le truc, et je m'en excuse pour la forme, et peut-être sur le fond on peut débattre, quoi. Bien sûr. Même j'ai l'impression que maintenant le truc c'est d'effacer le tweet. Genre, effacer un tweet égale j'ai fait une boulette, et t'es en mode frérot, it's too late, tu vois. Genre, on essaye de discuter un peu plus en fond de ce qui va pas, quoi. Je pense que c'est lié aussi, on parlait du droit à l'erreur, c'est lié aussi à en ce moment une vision un peu, je sais pas comment la décrire, mais un peu élitiste du rap, où genre, par exemple, je suis tombé sur plein de trucs qui étaient en mode pourquoi Théodora n'est pas une bonne représentante de la communauté noire. Mais elle a pas à être une bonne représentante de la communauté noire. Et il y a vraiment un côté il y a une injonction élitiste
qui est très perceptible où on veut notre Jean-Luc Mélenchon du rap. On veut notre l'homme ou la femme providentielle. C'est ça. Mais ça, c'est notre défaut qui n'est pas que présent dans la culture, hein. Même en politique, on cherche absolument des femmes et des hommes providentiels qui vont nous sortir de notre condition. Je trouve ça trop vertical comme façon de réfléchir. Personnellement, j'espère qu'on arrivera à quelque chose de plus horizontal, aussi bien dans la culture que dans le monde médiatico-politique. Je pense que c'est aussi un échec politique, en fait, de se dire que justement, vu qu'on n'arrive pas à trouver des solutions globales aux problèmes qui nous entourent dans la société, on va essayer de mettre toute la responsabilité sur quelqu'un qui pourrait potentiellement nous sauver, mais à la moindre erreur, forcément, on va le jeter ou la jeter sous le bus. C'est des dynamiques même qu'on retrouve dans le monde professionnel. Bien sûr. Où il y a une espèce de hiérarchie et c'est le responsable, le sous-responsable qui va... Exactement. Le classique. J'ai l'impression qu'on arrive un peu à la fin de ce monde où tout le monde voit un peu les grosses ficelles de tout ça et que les gens, en tout cas dans la population, pensent déjà à l'après, à l'organisation plus horizontale, à créer des espèces de dynamiques où on n'est pas dans une logique en tout cas de parti avec une seule personne qui incarne ça. C'est un peu le vieux monde qui continue d'entretenir ce truc-là pour continuer de bénéficier des avantages de ce monde-là. Bien sûr. J'ai l'impression qu'à l'heure actuelle, il y a un truc très binaire de notre société, très l'extrême droite, l'extrême gauche, très machin, mais que la jeunesse, pour le coup, carré, en fait. est beaucoup moins comme ça. Moi, j'ai eu l'opportunité d'être à Noisy-le-Sec avec des enfants, les assises de la jeunesse, et en fait, j'ai vu dans le regard des enfants, leur façon de parler, que ce soit du harcèlement, que ce soit des VSS, que ce soit de l'espoir, enfin, ils sont tellement beaucoup plus ouverts que nous, on pouvait l'être, et je pense que toi, tu dois le voir aussi, parce que déjà, tu as des enfants, que ton public est très family compatible. Et je trouve que c'est tellement galvanisant, en fait, même dans la musique, parce qu'on dit souvent que le rap, il est plus trop engagé, que machin, que ci, que ça. Et en vrai, il y a de plus en plus d'artistes qui s'engagent, de nouvelles générations. Moi, je suis assez optimiste comme toi sur cette question, où je vois vraiment une jeunesse très en éveil sur plein de sujets, beaucoup plus intéressés qu'on pouvait l'être dans ma génération, où nos préoccupations, c'était le Club Dorothée et le dernier album de je ne sais qui. Et j'ai l'impression qu'ils sont beaucoup plus en éveil sur plein de sujets. En même temps, je garde quand même un petit red flag où je vois une jeunesse qui glisse dans la réaction, qui sont des vieux cons tout en étant jeunes. Oui, je vois ce que tu veux dire. De jeunes vieux cons, justement. Qu'est-ce qui te fait peur en ce moment dans la situation politique générale ? Il y a des trucs que tu as vus où tu t'es dit... Ça, précisément. De voir des jeunes qui ont des discours islamophobes, par exemple. Mais des très jeunes, hein, genre des vingtenaires, de les voir en fait céder au récit qui est imposé par l'extrême droite et d'être dans une espèce de récitation de ce qu'ils entendent. C'est l'immigration le problème, l'islam est incompatible avec la République, tu sais, des espèces de grands thèmes développés par l'extrême droite, théorisés par l'extrême droite, et de les retrouver dans la bouche de jeunes. Je pensais que ça allait vraiment jamais arriver et que ça allait être des idées qui allaient partir avec les fondateurs de ces idées. Quand tu entends le témoignage dont tu as parlé de Rapi sur la meuf qui était fan de toi et qui était à l'extrême droite, de toi qui était reine, et le flic qui t'a écrit un message, est-ce que tu te dis ok, du coup, d'où l'importance de mener la lutte. Moi, de peut-être ces jeunes-là, c'est à moi de les récupérer, c'est à moi de les. Je ne prendrai pas cette mission supplémentaire parce que j'ai déjà beaucoup de missions à accomplir. Je crois que la bonne façon, c'est de continuer à être radical, de continuer d'insulter les FAF comme je le fais dans chacune de mes respirations, mais d'aussi de continuer d'avoir un message d'optimisme, d'espoir et de bienveillance, de parfois mettre pause et dézoomer et d'écrire un texte qui peut-être survole la situation et qui est moins dans les considérations de t'es un faf, t'es ceci, t'es cela, moins dans le cloisonnement et le compartimentage, tu vois.
un texte comme j'ai pu l'écrire, le texte de L'amour, qui est le final de la comédie la musicale La haine. C'est nous la France périphérique, toujours au centre du débat. On rend le pays féerique avec les centres de Demba. Quand on fait la une de l'équipe, on est des fiertés nationales. Mais dans les contrôles de routine, on est des ramasseurs de balles. Et je crois que ce texte a une portée qui me dépasse. Parce que j'ai réussi justement à m'extraire de ma condition, à sortir un peu d'un moment d'intensité, de colère qui pouvait être, qui peut flouter un peu le regard sur les choses. Donc c'est aussi mon rôle, en fait, de parfois être très radical et de parfois s'extraire de cette condition. Ce qui est intéressant, c'est que il y a un très grand truc dans ta façon de parler, dans ta façon d'écrire qui est extrêmement politique, mais la politique avec un grand P, et que justement, il y a un côté où tu gardes l'individualisme pour dire, en vrai, oui, fuck les faf, ACAP, tout ce que tu veux, mais une personne est une personne. Faut qu'on brise le narratif, que tout le monde retrouve ses esprits, que quand la presse déshumanise, c'est l'espèce qu'elle déshumanise, et que le chef de police est sûrement un chef de famille, et que le petit dans la street a sûrement pas choisi d'y vivre, qu'oublier un crime est un crime, de belles dramas où c'est qu'il, on va tous finir par ce qu'il, alors j'ai plus qu'une chose à dire, l'amour. Et du coup ne représente pas forcément l'institution. Et moi, c'est l'institution, l'État que je veux critiquer, tout ça, quoi. C'est souvent ça, en fait. Même quand je m'attaque à un détracteur, soit par tweet interposé, soit en le name-droppant dans un morceau, en réalité, c'est l'idée derrière qui est visée. C'est l'idéologie qui est théorisée derrière qui est visée. Plus que la personne en elle-même. Je n'ai pas assez de haine dans mon cœur pour détester une personne pour ce qu'elle est, en fait. C'est plus pour ce qu'elle défend, ce qu'elle porte comme combat et surtout comme idéologie qui exclut et qui voudrait justement me détruire moi. Voilà, c'est un mécanisme de défense. T'as l'impression qu'on s'aime plus, qu'on prend plus le temps de s'aimer. C'est-à-dire avec nos différences, avec nos idées qui parfois peuvent être contraires. J'ai l'impression que justement dans ta musique, même dans ta façon de parler, tu vois, rien que là, quand tu parles de l'amour, quand tu parles, tu vois, tu penses qu'on s'aime ? Moi, je vois de l'amour partout, les amis. Moi aussi. Mon quotidien est fait d'amour. C'est grâce à Cheese. Les salles de concert, c'est grâce à Cheese, c'est grâce à... Enfin, au-delà de ma cellule familiale, j'ai vraiment très peu de haine dans mon quotidien. Si je n'allume pas la télé, si je ne lis pas Le Point, Le Figaro, etc., je crois que je divise la présence de la haine par 2 dans mon quotidien. Ouais, non, mais je suis d'accord. C'est tout le sens de On s'aimera jusqu'à ce que la prochaine polémique nous sépare, non ? Ouais, c'est ça. Je vois vraiment beaucoup d'amour dans mon quotidien. J'étais encore en concert au Havre ce week-end et je quitte la scène. J'ai un vidéaste qui est perché sur un balcon et qui filme le public partir. Bien sûr, ça part en siamo. Mais il y a des gens qui s'enlacent dans la salle sur le final du morceau L'amour, sur les violons là, qui restent à la fin. Il y a 3-4 couples qui s'enlacent, qui s'embrassent et qui quittent la salle comme ça. Il y a beaucoup d'amour en fait. Il faut juste mettre le curseur au bon endroit. Créer ces espaces-là. C'est ce que toi tu fais aussi. Ouais. Moi, j'espère que je suis un safe place. Ouais, je pense que moi, j'ai un truc on peut jamais créer de safe place, mais on essaye toujours de faire au mieux et de faire les choses avec le plus d'amour et le plus d'espoir possible. Mais il faut créer ces espaces-là. Et c'est quelque chose que toi, tu fais très bien, que Youssoupha fait très bien aussi, à travers parfois des punchlines qui vont être très percutantes, très marquantes, toujours avoir un côté où, en fait, nous, le but à la fin, c'est de se donner de l'amour, de se donner de l'espoir et d'avoir une rage de vivre hyper intense, tu vois. Tu vois, tu m'as demandé si je pouvais endosser aussi cette responsabilité d'aller chercher les brebis égarées qui sont parties vers l'extrême droite. Tu m'as dit non et après dans ta réponse, tu me dis je le fais quand même en fait. Parce que quand tu crées ces espaces-là... C'est ce que j'allais dire en fait. Je crois que mon rôle, c'est de créer ces espaces-là où... même des gens qui sont éloignés des sujets qui traversent mes albums, les sujets d'injustice sociale, les sujets d'injustice tout court, etc. Il y a des gens qui ne sont pas concernés par ces sujets-là, qui sont dans un autre paradigme et qui ne comprennent pas quand tu leur évoques que tu as des difficultés parce que tu es ce que tu es, que tu as toute cette sociologie-là. Et tu as des gens qui sont
genre vraiment déconnecté de ça. Et le simple fait de créer une safe place où ils viennent écouter de la musique, ils sont là et en même temps ils sont sensibilisés à ces sujets-là, bien peut-être que c'est comme ça que je peux me rendre disponible pour ramener d'autres personnes vers plus d'apaisement dans ce pays. Est-ce que vous en avez marre de parler politique ? Moi, j'en ai jamais marre Ok. parce que tout est politique, mon ami. C'est vrai. Écoute, C'est tout le concept de cette émission. peu importe ce que tu vas préparer pour la suite, on va y revenir. Cet épisode sort fin décembre, normalement. Donc, je voulais revenir sur l'année. Sur votre année yes. Ok. dans le... J'aime bien les rétrospectives, moi. Ouais, c'est un peu ça. C'est une sorte de Spotify Wrapped sans Spotify. donc, je voulais te demander, mais à toi aussi, Drapi. Hein. C'était ça la petite surprise. Je voulais vous demander 3 morceaux qui vous ont mis une claque cette année. Oh, waouh. Et hors morceau de Medine, t'as pas le droit de dire des Ah morceaux ouais de Medine. Non. Ça, c'est cheaté, ça. Ah oui, c'est trop simple. Tu sais quoi, je vais regarder mes Vas-y. sons. Parce que je vais prendre ceux que j'ai. Je pense Moi, que je peux sais, écouter. je peux te le dire. Moi, je sais ce que tu vas dire. Ah ouais? Ouais. Je crois pas. Ah ouais? Ouais. Vas-y. L'escalier de Leto. Ce qu'on a vécu dans nos lives, qu'est-ce qu'on sait? Elle était belle, elle était fraîche, mais elle a perdu ses danser. La caca-tête te fait rejoindre plus vite le cimetière. À la rue, je reste fidèle. À la rue, je reste fidèle. Ok. Bissap de Ino Casablanca. Ouais. Bissap Celle du du 20e. 20e. Ouais. Tanu Hasni Cheb, ils se plaignent de la haine qu'ils s'aiment. Ils ne veulent pas qu'on s'aime, qu'ils crèvent. Tomber l'œuvre autour d'un bissap, non. Je vais dire la fin du monde de Lim Saeb. Ah Hicham. ouais, Ah. incroyable. Ils tiennent des propos dénigrants sur nos frères, sur les migrants. Les rois du monde, ils sont délirants. Il y en a même un qui veut bombarder l'Iran. Ils vivent comme des rois, des ducs et des vicomtes, et veulent nous faire croire que toutes les vies comptent. La police ne nous aime pas, donc nous l'évitons. Voilà. Incroyable. Moi, je vais dire Brouillon de Daniel. Même quand j'avais rien fait, j'avais peur de monsieur l'agent qui m'a dit dans les yeux qu'il voulait que je quitte la France. Me renvoyer au bled alors je parle même pas la langue. Car mon père pensait que pour m'intégrer fallait pas me l'apprendre. Je vais dire Ben PLG. Je me réveille au chant des poubelles et des oiseaux. Des snaps de la voisine qui passent au travers de la cloison. On fait crépéter qu'on veut des caras et une Porsche. Tout ce qu'on voulait c'est une maison, un bisou. J'ai la veine sur le front, c'est la zizou. En 2006, je rappe tellement bien que c'est politique. Je rappe tellement bien que sur les dorsaux j'ai un demi-smic. Je me rends compte que c'est la honte dès que je suis un peu lucide. En vrai, son dernier album, là, il m'a claqué de fou. Ouais, c'est terrible à écouter. Et je vais dire Tuerie. Ah, L'album Les Amants Terribles. Et en Ok. vrai, On n'a mis aucune go. Je suis Ouais. déçu. bah ouais, après j'allais dire Petite Sœur. Ils veulent me voir canner, je crois ça va pas se passer. Sans pas venant lâche du sang par terre sans se laisser la chair. Sympa maintenant je fais du son pour des gens qui me foutaient la gerbe. Pour ma recette fait la chair, ces bâtards pensent qu'on fait la paire. Y a tellement de blase à lâcher que ça en vaut même plus la paix. Ouais, ok. et No on va en Front. parler. J'avoue, ça met une tarte. Ouais, c'est- ça met une grosse tarte. Après, je le mets pas dans mon Voilà, top. c'est pas quelque Pour moi, chose que- je l'ai vécu comme un. Tu sais, c'est comme visionner un film d'horreur pour Ouais. moi. Ouais. C'est traumatisant, un film d'horreur, mais genre d'auteur, tu sais, un film d'horreur social qui te traumatise sur un sujet et tu dis waouh. It Follows, Ok, c'est j'avais- grave dans ça. Je sais pas si tu l'as vu, mais c'est grave. Ah oui, It ok. Follows, c'est un film Ok. d'horreur hyper social. Ouais. Hey, are you okay? Yeah. You need some help? No. Qui parle, je crois. Mais j'ai que pas la ref, mais. Mais tu verras, bon, et si ça franchement, doit être ça. c'est un peu le. Tu sais, ça te percute, genre, t'es en mode, ah ouais, ok. Mais moi, je l'ai vécu comme ça. Et je re-regarde très rarement les films d'horreur 2 fois. Par contre, ils me marquent pour toujours. Oui, cet album, je pense que c'est dur de s'en remettre. Enfin, je sais pas vous En comment fait, vous l'avez écouté, mais moi j'ai eu beaucoup de mal à m'y remettre après, à même réécouter certains morceaux. C'est dur à encaisser. Bah, je trouve que ça doit exister. Moi, c'est un album qui m'a vraiment mis une claque. Je trouve que c'est trop important pour le rap parce que justement, la marginalité, c'est ça. Le rap, c'est ça. C'est des cris du cœur. C'est Totalement. parler de réalités qu'on a peur de dire parce qu'elles deviennent beaucoup trop réelles aussi, tu vois, et de choquer l'autre face à tout ce qu'on peut Ouais, vivre, à tout ce grave qu'on d'accord. peut. Et moi, j'ai trop de respect pour ce taf. Après, c'est vrai que je trouve que c'est dur à écouter.
Et franchement, non, juste trop fort. En vrai, Petite Sœur et Nos Fronts, tout ça, trop fort. Quoi. Moi, je me le suis pris rapologiquement d'abord. Hein, j'étais sur le trajet. Trop bien. Voilà, j'étais sur le trajet d'un concert, j'ai laissé ça tourner dans la voiture. On a découvert ça. C'est mon gars Félix là qui me fait écouter. Ça m'étonne pas. Et en fait, je me prends ma tarte rapologique. Quoi. Je dis, ah ouais, les placements, ils sont ouf. Ça kick bien, les sources, les traitements, tout est léché. Voilà, il y a des gens sur Twitter qui ont dit que Femme2Go savait pas se placer, mais c'est n'importe quoi. Non, mais le offbeat, c'est tout un art aussi. Oui. C'est extrêmement bien fait son offbeat, justement. Ouais. Si les gens ne comprennent pas le offbeat, quand tu vois quelqu'un qui a déjà rappé dans les temps de façon très radicale, justement, et c'est que tu ne comprends pas cette musique. Là, le laid back, le offbeat, ça traverse cette musique depuis toujours. Et en plus, ça se fait il y a énormément d'artistes qui le font, ça a jamais dérangé. Au contraire, c'est même très très fort. Genre. Il y a des souvenirs de Nino sur le Grand Paris qui sont revenus vers toi. Ouais, exactement. exactement. Même Igo, Igo, il est grave dans les trucs un peu offbeat et tout. Moi, Ino ou Igo? Igo, j'ai pas la ref, moi. Je te ferai écouter. Ah c'est ouais, chaud, c'est très chaud. Okay. On va faire ça. C'est chaud. Juste après, moi, sans surprise, c'est quasiment les mêmes que vous, donc c'est pas très utile de répondre, mais je vais... Triplé Mon triplé? Ouais. Ben PLG, c'est l'album qui m'a le... Il est trop fort, Ben PLG. Trauma, chaque jour un peu plus, quand t'es un étudiant un étranger en France et que t'écoutes chaque jour un peu plus, t'as un récit parallèle qui vient. Ça va pas nous consoler les sommes. J'ouvre jamais ma boîte aux lettres à cause des souvenirs de lettres de relance de France Télécom. Des mois où on s'en sort de peau. À peine je remange le gratin de pâte de la veille. Je vous laisse les trucs étoilés. Je suis dehors, je fais des images avec les nuages dans le ciel. Non, sinon Ino Casablanca, moi j'ai pris une claque aussi. Et je pense. Ah si, par contre j'ai découvert un artiste récemment. Je vais le big up, Ina, qui est qui a pas encore sorti de projet mais qui a sorti 2 singles. Paris, Casa, Tanger, aux clés sur tes cheveux d'ange. Y'a de quoi fumer sur l'étagère. Elle me partage son état, les traces de larmes sous son make-up. J'peux pas comprendre, j'suis qu'un mec qui cache émotion sous ses quartiers sans jamais montrer ses cartes. Il y a un morceau qui s'appelle Parapente qui est incroyable. Donc voilà. C'est chouette. Et bon, du coup, vous avez déjà répondu sur l'album qui vous a le plus marqué cette année. Ouais, Les Amants Terribles. Thury, je le trouve trop fort. Okay. Ah ouais? Je le trouve trop fort. Okay. En fait, je trouve sa voix, elle est incroyable. Après, j'ai grave le truc un peu Foufou Palace de l'époque et tout, tu vois. Oui. Genre, et en fait, son énergie, même scéniquement, tu vois, j'ai pu le voir et tout. Je crois que c'était à Yardland. Et je trouve il est trop chaud. Il est trop chaud. Et puis même, c'est une personne incroyable. Ouais, et c'est une personne incroyable aussi. Je suis en train de regarder parce que album, c'est dur. Ouais, projet quoi. Après, il y a Souffrance aussi. Hein. Le projet de Souffrance, c'était trop chaud. Hein. Je sais pas quoi leur dire, moi. Je dois fabriquer de l'or, mais j'ai de la merde sur les titres. Fait 40 degrés dehors, ils me demandent de la neige, gros. Je n'aurai jamais rien si le monde appartient à ceux qui se lèvent tôt. Oui, j'ai de la neige. Je passe mon temps à reboucher les trous, parce que la vie, c'est de la baisse. Je suis venu sonner la fin de la fête, maintenant faut baisse grave. Bourgeois, tu nous voleras pas notre musique d'esclave. Je saurais pas te dire, en vrai, l'album qui m'a régalé cette année... Je crois que c'est l'album de Ino en vrai. Hein. Rebeu, stage move, il fait du Ryan, m'appelle baby, c'est quoi les bails? J'aime quand sans prévenir, elle m'appelle juste pour me demander c'est quoi les bails. Métro 9-3 Paris, Châtillon, place de Clichy, j'descends un moment, on se balade baby, c'est trop cliché sous le pas. Ouais, Ino, je l'ai beaucoup aimé. Après, c'est faussé parce que je l'ai écouté sur le tard en dernier, tu vois. C'est très récent aussi. C'est assez récent. J'essaie toujours la première partie J'essaie de me rappeler de l'année, ce qu'il y avait en première partie de l'année. Faudrait que je vois la liste sous les yeux, là, parce que là, je ne pourrais pas te répondre. Un album, c'est dur à déterminer meilleur album de cette année. Là. C'est dur. Déjà, de toute façon, faire un top, c'est dur. C'est grave dur. Mais bon, en plus, on n'a pas le droit d'utiliser tes morceaux, donc ça rend la chose encore plus difficile. Et je voulais vous poser la question, peut-être ça nécessite plus de réflexion, mais j'aime pas du tout comment les journalistes te posent cette question, parce qu'ils disent toujours... ou même des créateurs de contenu disent que t'as bien vieilli et j'aime pas du tout ça. Ah ouais, ça t'aime pas ça? Non, j'aime pas. Moi je prends. Hein. Je prends ce. Moi je trouve que c'est compliment. comme un bon vin, tu vois.
Ça vieillit moi, je bien. prends ce compliment. Ouais, mais moi, je trouve, j'aime bien le côté où on dit t'as évolué dans le rap et t'as une évolution qui est cool, mais bien vieilli, j'ai l'impression que c'est une bouteille de vin. Effectivement, j'ai l'impression que c'est un truc. Je prends, moi, perso. Moi, je prends de ouf ce compliment. Ça me va. Mais je voulais te poser la question, parce que je parlais de ça parce que je me disais, est-ce que vous avez des artistes dont vous appréciez l'évolution musicale? Vous trouvez qu'ils ont bien évolué? Ah ouais, de ouf. Bah déjà, en vrai, Medine, et ça c'est un truc que je dis très souvent, parce que... Je prends. Ouais, non, ça. Mais après, je crois que je te l'avais déjà dit, même en stream, je le dis très souvent, mais t'es un des artistes que j'ai écouté le plus tôt. Et du coup, j'ai grave suivi toute ton évolution, et c'est aussi comme ça que j'ai évolué dans le rap. Donc forcément, Medine en premier. Rimka, moi je trouve Rimka, désolé, mais c'est trop fort. On est vendredi, je suis plus en camis. Je passe au quartier visiter la famille. Sur les murs du hall, ils ont inscrit les tarifs. J'ai vu trop de mères enterrer des fils. J'ai des traumatismes et des pensées ténébreuses. Ça ira mieux demain. Blessures d'hier, on s'en remet à Dieu. On guérit avec le temps. Et en fait, je prends souvent ce parallèle parce que je trouve que toi et Rimka, vous avez vraiment réussi à vous adapter aux prods actuels, à la jeunesse, tout en gardant ce côté... Rimka, c'est impressionnant. Ouais, et en fait, je trouve que c'est trop... Même en mélo, il est trop chaud. Ouais. Ah, il est trop fort. Non, Rimka, vraiment, il plus de mérite encore parce qu'il vient de bien plus loin que moi encore. Il est là depuis avant les années 2000, Rimka. Moi, j'arrive qu'en 2004, tu vois. Donc, il connaît, il découvre, ou plutôt il apparaît dans le rap au moment où c'est vraiment full boom bap. Ouais, de fou. Puis c'est impressionnant de voir en fait ce truc un peu de passation, d'échange. Et... Non, Rimka, impressionnant. Non, c'est trop fort. Monstre. DC's aussi, moi, j'aime. Ouais. Moi, j'aime DC's, ses évolutions, ce par quoi il est passé, ces espèces de spin-off Peter Punkien. Ouais. Mais il a essayé plein de choses dans toute sa vie, c'est trop bien. Encore, toujours pareil. Il pleut de l'eau de Javel. Ça fait de l'aquarelle. Sur les couleurs de la vie sans elle. De revenir, de retomber sur ses pattes. Et là, son dernier album pop, là, je prends, moi. Je trouve que c'est bien produit. Mais nous, je l'avais vu au Théâtre du Châtelet en avant-première. Ouais. Et en fait, j'étais en mode, c'est trop fort de faire ça. Moi, j'aime trop les prises de risque. C'est pas forcément quelque chose que je vais réécouter, mais en fait, juste la prise de risque, le fait de faire une espèce de film, d'expliquer. Ouais. En fait, c'est trop fort. Trop fort. Ouais, DC's, moi, je valide fort l'évolution. Ok. Et toi? Moi, sur un... Bon, non, si j'ai pas le droit de dire Medine, je peux pas. Moi, parce que vraiment, je suis vraiment client de ton évolution, parce que je sens que tu as évolué en même temps que les auditeurs. Ça veut dire que j'ai l'impression que moi, typiquement, tout à l'heure, quand tu disais il y a des gens de mon public qui viennent pour les chansons love, ou il y a des gens qui viennent en étant engagés. Moi, je viens pour les deux. Enfin, tu vois, moi, typiquement, il y a des morceaux love que je préfère à des morceaux engagés, tu vois. Et je pense que c'est ça, tu as réussi à évoluer en même temps que le public. Mais du coup, j'ai du mal à imaginer une autre réponse là tout de suite. Youssoupha. Évidemment. Youssoupha sur Neptune Terminus, par Amour exemple. Suprême, très fort aussi. il est vraiment cool, son album Amour Suprême. Moi, je me le suis bien pris. Ouais, c'est vrai que du coup, il y a une catégorie de rappeurs qui arrivent très très bien à vieillir et qui donnent une sorte de nouveau souffle à leur carrière qui Après, c'est dur, parce que tu restes souvent sur tes acquis aussi, tu vois, et c'est normal quand tu as toujours fait quelque chose, que c'est quelque chose que tu maîtrises, prendre des risques, c'est pas forcément évident, tu vois, donc j'en veux pas non plus aux rappeurs qui vont rester sur leur ligne. Je pense notamment à, tu vois, Kerry James, là, qui a sorti son projet, lui, c'est sa ligne, ça fonctionne, ça a toujours fonctionné. Forcément, il y a des gens qui vont dire « Ah, c'est bon, c'est toujours la même chose et tout », mais pour moi, ça doit exister, ça doit rester comme c'est, et ça, c'est toujours aussi important, tu vois. Je sais pas. Ah ouais, tu sais pas? Non. Moi, j'aime vraiment quand les artistes se réinventent. Tu vois, j'adore I.Am. J'aurais rêvé de voir un album d'I.Am adapté à la trappe, par exemple. Ouais. J'aurais vraiment kiffé. Je sais pas si rester figé dans le temps, c'est la vérité. Tu vois ce que je veux dire? Après, moi, je suis trop progressiste. Ouais, je sais pas si c'est forcément un truc de rester figé dans le temps, mais c'est aussi un truc de moi, je sais très bien faire ça et ça fonctionne très bien. Et je vois très peu de personnes qui vont faire du Kerry James, et Kerry James existe pour ce qu'il est, tu vois. Genre, moi, j'aimerais bien le voir dans d'autres trucs. Je crois qu'il avait fait un son dans Banlieusard avec Alonso et tout. Ouais. Et en fait, j'étais en mode non.
moi, ça m'a pas du tout percuté parce que il y a un côté. C'était un peu Jul, un peu, c'est ça, non? Ouais, et j'étais en mode je suis pas là-dedans, quoi, tu vois. Et là, le dernier projet, j'ai trouvé ça cool. Et après, moi, j'ai un truc je trouve ça important de parler de nos anciens, des gens qui ont marqué le rap, mais en fait c'est trop important de regarder ce qu'il y a devant nous et les artistes qu'on a devant nous, que ce soit des TH, que ce soit des Ino Casablanca, Un Trill, ouais, oh là là. Bah, lui typiquement en fait c'est trop fort, tu vois. Il pourrait faire exactement ce qu'il a fait sur ses derniers morceaux pendant toute sa carrière, mais je pense pas qu'il le fera. Je pense qu'il va justement chercher à continuer d'évoluer et de changer de style de prod. Je pense qu'il convient typiquement aux genres d'artistes qui voudront toujours se renouveler. Mais tu vois, moi, je rêverais de voir un Kerry sur des prods de Untrill, par exemple. Ouais, j'avoue, ce serait stylé. Tu vois, et d'avoir des espèces de flows un peu comme ça, saccadés, laid back, tu vois. Et surtout qu'en plus, c'est quelque chose qu'il maîtrise très très bien. Donc, je pense, tu vois. Après, c'est qu'une question de DA derrière où tu tentes le truc une fois ou deux, tu vois, et puis tu te rates une fois ou deux, puis après derrière, c'est comme la boxe, ça se transforme, tu vois, et tu dis ah ouais, mais là j'ai réussi mon coup, tu vois. Si j'étais DA, je pense que j'orienterais les choses. Une reconversion possible. Non, je suis un très mauvais producteur, un très mauvais DA. Je pense que je suis un cordonnier mal chaussé. Toi, t'as une DA incroyable. Bah parce que je fais confiance à d'autres gens. Et c'est ça de travailler en équipe finalement. De ouf. Medine, je voulais te remercier d'être venu sur Freestyle. Avec parce plaisir, que les amis. ça fait longtemps qu'on veut te recevoir et comme on l'a dit, ce concept, il tient aussi grâce à des gens comme toi qui font le choix de continuer la lutte et de mener la lutte de manière directe. La lutte nous libère. Merci beaucoup à tous ceux qui nous ont suivis pour ce deuxième épisode. Continuez de soutenir Frustration et de faire le maximum de dons pour que ce genre de format puisse continuer à évoluer. Notre nouveau magazine sort en février. On traitera de la ville et vous trouverez pas mal d'articles intéressants sur les politiques de la ville et comment vivre dans la ville. Voilà, et moi je vous dis, nous on vous dit avec Drapi au mois prochain. Made in France.